Podcast de l'été, immersion au cœur de Merville. Saison 1, épisode 2, l'hôtel de ville. Nous allons parler dans ce podcast d'un monument présent au centre de la commune, l'hôtel de ville. Nous allons vous raconter ce bâtiment sous un œil différent et vous faire découvrir, nous l'espérons, de nouvelles facettes. Delphine Boulanger, maire adjointe à la jeunesse, et Céline Murat, directrice générale des services, nous emmènent dans les coulisses. Commençons par l'histoire de ce monument. L'hôtel de ville actuel a été construit après la Première Guerre mondiale à partir de 1920. En effet, il n'en restait que des ruines puisque la ville a été détruite à 99% en 1918. Il faut savoir qu'il a été reconstruit à un endroit différent du précédent, qui lui se trouvait derrière le kiosque sur la place Jean-Baptiste Lebas, à l'emplacement de la banque CIC et des locaux du département. Celui-ci datait de 1715 pour remplacer la maison commune qui tombait en ruine. Le fronton triangulaire était surmonté d'une statue en pierre symbolisant la ville et arborait un trophée portant les armes de Merville. L'hôtel de ville actuel a donc été reconstruit en lieu et place de l'ancienne église. Il est édifié sur les fondations de l'église démolie. Son architecte est Louis-Marie Cordonnier ainsi que son fils Louis Stanislas. Dans la commune, Louis-Marie Cordonnier s'est aussi occupé de la reconstruction agricole du groupe scolaire de la rue Victor Hugo, de la maison des œuvres devenue espace culturel Robert Hossein et du grand séminaire, maintenant appelé maison diocésaine d'accueil. Louis-Marie Cordonnier est le bâtisseur de nombreux bâtiments publics dans le Nord-Pas-de-Calais, dont certains sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La structure de l'hôtel de ville est de style Renaissance flamande, surmontée d'un beffroi. Le campanile domine à 54 mètres. Il a été inauguré le 7 avril 1929. La tour imposante est surmontée de 4 clochetons et d'un campanile. Et maintenant, démarrons notre visite. Dès que nous arrivons au premier étage, l'escalier d'honneur majestueux s'impose. Le plafond aux poutres apparentes est toujours remarquable. On peut dire que l'hôtel de ville a gardé son cachet architectural d'origine tout en se modernisant. En effet, la structure du bâtiment le rendant très énergivore, de nombreux travaux ont été effectués afin d'améliorer la performance énergétique. Des portes coulissantes ont été installées à l'entrée et à l'accueil des affaires générales afin de casser les courants d'air. Cela permet de régler également la problématique de déperdition de chaleur. De même, l'ascenseur a été installé en 2007. Celui-ci est vitré et a permis de conserver cette vue sur le vitrail arrière, et cela permet à la clarté de rentrer dans le bâtiment. Ce vitrail jaune, décoré d'écussons aux armes de la ville, donne une lumière particulière que les photographes apprécient pour les photos de mariage sur la montée des marches. Revenons aux éléments du hall. On y trouve plusieurs plaques commémoratives. Une pour les victimes du travail à l'occasion du congrès des mutilés du travail du Nord, daté de juin 1961. Une pour les membres de l'harmonie municipale tombés au combat lors de la Première Guerre mondiale et les victimes du bombardement de 1944. Cette dernière est d'ailleurs signée Liard, qui était le marbrier de la commune. Puis pour finir, une autre plaque qui mentionne les anciens militaires morts au combat en 14-18. Découvrons une des salles du premier étage, appelée salle de généalogie, puisque l'association du cercle de généalogie de la vallée de la Lys y réalise ses activités le mercredi après-midi et samedi matin. Cette association, qui existe depuis 24 ans, est baptisée au départ Cercle généalogique du Haut-Bassin de la Lys, est composée de 89 adhérents passionnés et soucieux de sauvegarder l'ensemble des archives de la ville. L'association a des adhérents de la vallée de la Lys, mais aussi de Belgique, du Chili, des États-Unis et de Norvège. Les membres de l'association effectuent des recherches généalogiques et restaurent des registres. 12 à 16 registres mervillois sont restaurés chaque année. Afin de résumer les registres des communes, ils retranscrivent leurs recherches. Ils ont déjà relevé 1 million d'actes sur le territoire couvert par l'association. Les armoires de la salle débordent de registres papier et de bobines. Il faut savoir que l'état civil conserve les registres pendant 75 ans et les demandes d'actes sont réservées aux familles concernées par la demande. Au-delà de 75 ans, les registres arrivent dans les mains des généalogistes. Le plus ancien registre de la commune date de 1602. Il est écrit en latin. Pour étudier les actes des différentes communes de la vallée de la Lys, soit 263 communes, l'association a acheté des bobines microfilm avec des lecteurs de microfilm aux États-Unis.
En fait, il faut aller de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, pour trouver les conservateurs de la mémoire de l'humanité. C'est en 1894 que la Genealogical Society of Utah fut fondée avec un objectif: aider les gens à se relier à leurs ancêtres grâce à un accès facile aux documents d'archives. Devenue Family Search, elle a commencé à s'intéresser à l'état civil français dans les années 1960 et a alors signé un accord avec le ministère de la Culture. Il s'agissait de microfilmer les registres paroissiaux et d'état civil de plus de 100 ans dans tous les départements français. L'opération avait un double but. D'un côté, les Mormons récupéraient et centralisaient l'état civil de tout le pays à Salt Lake City, cela afin de permettre aux membres de cette église ayant des ancêtres français de remplir un devoir religieux, les retrouver afin de les baptiser. Et de l'autre côté, les services d'archives départementales se voyaient remettre un double de chaque microfilm réalisé. En 5 décennies, les Mormons ont réalisé en France plus de 120 000 microfilms, soit l'équivalent de 80% de l'état civil des départements métropolitains sur une période couvrant plus d'1 siècle. Tout ce patrimoine documentaire est conservé dans une bibliothèque gigantesque à Salt Lake City, leur ville capitale, dans une montagne de granit, à l'abri d'une éventuelle attaque nucléaire. Les archives provenant d'une centaine de pays s'y trouvent. Évidemment, le microfilmage a progressivement été abandonné au profit de la numérisation. Mais revenons à l'association de généalogie. Elle a donc acheté nombre de bobines qui résument des centaines de registres d'état civil, ce qui lui a permis d'avoir accès à des milliers d'actes, puisque chaque commune garde ses registres bien soigneusement. Il arrive malheureusement que les archives aient disparu, dans certaines communes à cause d'incendies par exemple. Maintenant, comme l'heure est à la numérisation, ce procédé est de moins en moins utilisé. Continuons la visite de cette salle. Il y a de nombreux témoins historiques locaux. On retrouve beaucoup de photos et souvenirs de la mairie avant 1918. Il y a des plaques commémoratives de la Première Guerre mondiale et de nombreux souvenirs avant 1929. Sur les murs sont affichées l'attestation du ministère de la Guerre attestant de la destruction complète de la ville, encore le certificat de la Croix de guerre obtenu en 1920. On y voit une photo avec le monument aux morts intact, avant sa destruction. Une lithographie offerte aux citoyens mervillois y est exposée, ainsi que différents blasons et des trésors d'archives. On y retrouve également une pierre de l'ancienne église. En continuant la visite, on arrive à la photo la plus marquante de la pièce. Merville détruite en 1918, avec tous les impacts d'obus, si nombreux. Il y en a partout. On reconnaît le cœur de ville, et plus aucune maison n'est debout. Sur une carte de la ville, on se rend compte qu'après la guerre, on a dû repenser le centre-ville avec cette contrainte de l'eau. Sur une photo, on a également une vue sur la Lys et d'une usine de construction de péniches avec une vue semblable puisque l'ancien château d'eau a été reconstruit au même endroit. On voit sur la carte que l'avenue Clémenceau n'existait pas avant la guerre. Et sur d'autres tableaux, on y voit l'ancienne mairie en face du kiosque ou encore l'école Victor Hugo reconstruite. Quittons maintenant la salle de généalogie pour continuer notre visite. Au premier étage, la pièce la plus connue des administrés est le bureau des affaires générales, qui est le service à la population et l'état civil. L'état civil y conserve les registres de moins de 75 ans. Ceux-ci étaient rédigés à la plume jusqu'en 1978. Nous sommes toujours fascinés devant l'écriture ancienne. En 1979, les actes s'écrivaient à la machine à écrire, puis nous sommes passés à l'informatique. Quittons les bureaux d'état civil pour pénétrer dans celui de Monsieur le maire. Tout le mobilier a été restauré, mais il est d'origine. Les 3 armoires ont été offertes par une maman d'un soldat tué à la guerre. L'horloge est d'origine également, ainsi que le bureau, réalisé par la fabrique de meubles Minet du Quesnoy à Merville. Près du bureau, la Marseillaise est affichée sur le mur. Autre bureau du premier étage, celui de la directrice générale des services. On note que les armoires ont été réalisées dans le même style que la mairie par les menuisiers de la commune. Dans ce bureau, on ne trouve comme élément d'origine que le porte-manteau. Celui-ci a tout de même été restauré et conservé. On précisera que les portes du premier et du deuxième étage sont d'origine également et qu'elles viennent d'être restaurées par les menuisiers des services techniques. En face du bureau de la directrice générale des services, on trouve celui de la direction générale, mais il ne comporte aucun élément remarquable d'origine. Direction maintenant le deuxième étage, empruntant donc l'escalier d'honneur.
Quand on arrive dans le hall, on retrouve une plaque avec la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, ainsi qu'une plaque nommée Solidarité, qui ont été posées en 2011. C'est l'artiste Bernard Werker de Bozegem qui les a réalisées. En levant la tête, on voit toujours cette charpente en bois, bien préservée, mêlée aux briques locales. Les salons d'honneur sont le lieu emblématique d'une mairie et accessible au public. Ils sont composés de la salle du conseil municipal, du petit salon d'honneur et de la salle des mariages. La salle des mariages est majestueuse, avec la cheminée au centre et de part et d'autre les portraits de présidents de la 3e et 4e République. On y trouve évidemment des symboles de la République, la Marianne à l'effigie de Catherine Deneuve et les drapeaux français et européens. Le blason de la ville est représenté avec les 3 lys qu'on résume ainsi, coupés d'or sur azur, à 3 fleurs de lys de l'un en l'autre. On y trouve également des portraits d'anciens maires. La salle des mariages est couverte de boiseries en chêne de Hongrie et possède d'immenses portes vitrées. Notre attention se porte vers quelques vestiges de l'époque, des horloges, des tableaux. Il faut savoir que c'est un certain monsieur Sodot, qui était juge de paix honoraire à Sailly-sur-la-Lys, qui a fait don des tableaux et des meubles précieux qui ornent cette salle. Passons au petit salon. On y retrouve les tableaux des présidents de la 5e République. Il est à noter qu'une prochaine loi va imposer d'afficher la photo du président en exercice dans la maison commune, les drapeaux français et européens au fronton, ainsi que la devise et la déclaration des droits de l'homme. Sur les vitraux du petit salon, on trouve les 4 blasons des villes qui composaient le canton de Merville, c'est-à-dire Ether, Neuberquin, Lagorgue et Everskerk. Le canton a été supprimé depuis les cantonales de 2015. On trouve du mobilier de l'époque, très travaillé. Tables, chaises, lustres, que l'on a modernisés avec des ampoules basse consommation. Et oui, il faut bien allier tradition et modernité. Le parquet chevron est d'origine et a été refait à neuf en 2007. Il demande un entretien spécifique. Quant au balcon, il offre une vue imprenable sur l'église. Quand l'hôtel de ville a été reconstruit, l'axe hôtel de ville-église a également été créé. Ainsi, lorsque l'on se mariait à la mairie, on apercevait l'église et vice-versa. De même, sur les photos de mariage, on aperçoit forcément l'autre monument. Et lorsque les classes primaires visitent la mairie, les enfants expliquent qu'ils repèrent les bâtiments de cette façon. La mairie possède une tour et l'église en possède 2. Passons à la salle du conseil. Celle-ci a été baptisée salle Oscar et Adrienne Delâche, un ancien maire et une ancienne présidente des jeunesses ouvrières chrétiennes qui ont donné beaucoup pour la commune. On y trouve à nouveau les blasons et une autre cheminée. Des tableaux des bombardements ornent les murs. Les lustres sont d'origine, mais malheureusement avec le temps, des globes se cassent et nous n'arrivons pas à les remplacer, ce qui fait que certaines ampoules se retrouvent à nu. Sur le côté se trouve l'auditoire, pour assister au conseil municipal. Au 2e étage se trouve également une salle de réunion. Celle-ci a été restaurée en 2007. Tout comme dans le bureau de la directrice générale des services, les armoires ont été réalisées dans le même style que la mairie, par les menuisiers. Les dernières pièces du 2e étage sont un service administratif, le service finance. Il faut d'ailleurs préciser que dans le local d'archives de ce service, on retrouve encore du papier peint typique des années 70. Enfin, au 3e étage se situent les bureaux d'une association ainsi que les archives. Les archives de la commune sont évidemment conservées depuis la guerre. Quelques vestiges se retrouvent également dans cette salle. L'accès au beffroi n'est pas accessible pour des raisons de sécurité. En effet, les escaliers en bois pour y accéder sont en mauvais état. On peut accéder jusqu'à l'horloge uniquement avec des mesures de sécurité, car c'est trop dangereux. D'ailleurs, lorsqu'il faut intervenir sur le cadran de l'horloge pour réparer le mécanisme, il faut faire appel à une entreprise de cordistes en rappel. Le beffroi, quant à lui, n'est accessible qu'en baudrier, l'échelle en bois étant en trop mauvais état également. Autrefois, l'hôtel de ville accueillait des manifestations, mais de nos jours, la commune possède nombre de bâtiments dans lesquels sont organisées les fêtes ou événements tout au long de l'année. Aujourd'hui, l'hôtel de ville est destiné à accueillir uniquement les services régaliens de la commune et certaines réceptions, comme les réceptions patriotiques. Pour terminer, saviez-vous qu'Albert Quille, maire de 1925 à 1944, a reçu autrefois un courrier du sous-préfet de Dunkerque et du ministre de l'Intérieur, lui demandant de modifier ou de compléter le nom de la commune, afin d'éviter la confusion avec 3 autres communes ? En effet, dans le Calvados, la Somme ou la Haute-Garonne, d'autres communes se nomment Merville. Albert Quille a refusé. Nous avons donc conservé le nom de notre commune. Nous espérons que cette visite auditive vous a fait plonger au cœur de l'histoire de ce bâtiment.
Pour réaliser ce podcast, nous nous sommes inspirés de l'ouvrage Louis-Marie Cordonnier, l'infatigable bâtisseur, écrit par Bruno Wouter et Benoît Cordonnier. Nous remercions Delphine Boulanger, maire adjointe à la jeunesse, et Céline Murat, directrice générale des services, pour leur explication et leur mémoire. À bientôt pour de nouvelles découvertes.